Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, consommation, épargne et investissement. D'abord, consommation et direction pour cela le marché automobile. Avec une baisse des ventes de 30% au niveau mondial, le Maroc marque le pas aussi. Certes, les signes encourageants sont là, mais le redémarrage du secteur reste tributaire de l'évolution de la crise sanitaire et bien sûr de ses conséquences économiques. Nous tâterons le terrain ce soir en compagnie de Adil Benani, président de l'association des importateurs de véhicules automobiles montés, l'EIVAM, qui partagera donc avec nous les attentes des professionnels pour rattraper le retard accusé pendant les mois de confinement. Et consommation toujours, en seconde partie de questions éco, le spécialiste du budget des ménages, Driss Khoudri, nous fera une analyse exhaustive sur les avantages de l'épargne et sur les opportunités d'investissement en temps de crise. Bienvenue. Et nous commencerons tout d'abord avec un état des lieux du marché de l'auto au Maroc en compagnie d'Ilham Barada. L'embellie se confirme doucement mais sûrement pour le marché automobile au Maroc. Les importateurs de véhicules neufs dans leur globalité commencent à retrouver le sourire. Les dernières statistiques de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc rapportent que 11 543 voitures tous segments confondus ont été vendus durant le mois d'août contre un peu plus de 10 000 à la même période l'an dernier. Une hausse de 12,82% malgré un contexte économique perturbé par la pandémie. Un marché du neuf qui renouait déjà au mois de juillet avec la demande. Les nouvelles immatriculations ont connu une hausse de 10% par rapport au même mois de 2019. Les importateurs de la place ont rivalisé d'imagination sur le plan commercial pour entretenir la flamme. Tout a été mis en œuvre pour adapter leurs offres dans un contexte économique contraignant. Toutefois, cette croissance ne va pas compenser la baisse des ventes enregistrées pendant le confinement. Selon les professionnels du secteur, il faudrait 30 mois d'affilée et 10% de croissance pour récupérer toutes les pertes engendrées durant les 3 mois de confinement. Pandémie oblige, les concessionnaires sont touchés de plein fouet par la crise. Pour certains observateurs, les mois prochains risquent d'être critiques pour certaines marques, en raison notamment des commandes tardives et des difficultés en termes d'approvisionnement. Et avec nous depuis Casablanca par Skype, Adil Benani, président de l'EIVAM, l'association des importateurs de véhicules automobiles montés. Bonsoir Adil Benani. Bonsoir madame. Donc nous venons de le suivre dans ce reportage. Il est clair que le mois de juillet a rattrapé les 3 mois d'inactivité, ou en tout cas de pas de vente du tout auprès des concessionnaires. Mais on parle aussi de pertes qui ne peuvent être épongées que sur une période de 30 mois. Donc 30 mois pour rattraper des pertes essuyées pendant 3 mois seulement. Oui, alors je rappelle le contexte. Donc nous avons connu un confinement qui s'est déroulé de mi-mars jusqu'à mi-juin. En mars, les ventes avaient plongé de 60%. En avril et mai, les ventes avaient plongé de 85 à 90%. Et en juin, il y a eu une reprise, mais nous étions à moins 40% par rapport à l'année d'avant. Donc en gros, nous avons 2 mois totalement vides, puis un demi-mois d'un côté, un demi-mois de l'autre, donc ça fait 3 mois. Donc 3 mois, ça équivaut à 300%, on va dire. Le mois de juillet, il y a eu reprise et nous avons enregistré 10 points de croissance, donc 110%. Puis août a continué sur cette tendance avec 12% de croissance. Donc on a 10 plus 12, ça fait 22. Mais 22 comparé aux 300 qui ont été perdus, on est loin du compte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la tendance à fin août est de moins 30%. Et nous abordons un quadrimestre qui reste dans un contexte, on va dire, d'incertitude par rapport à l'évolution de la situation sanitaire. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'il n'y a pas eu de vente, donc il y a eu un effet réservoir qui est en train aujourd'hui de se vider sur les mois qui se sont passés, juillet et août, et dont on espère qu'il continue encore jusqu'à la fin de l'année, au moins, voire le début de l'année prochaine. Les meilleures estimations
font état d'une année qui se bouclera probablement à moins 25% par rapport à l'année dernière. Moins 25%, c'est le quart de l'année qui part en fumée. Oui. Alors, avant de parler justement du volume des stocks actuels, quels sont les segments qui ont pu finalement tirer cette tendance haussière que vous venez d'évoquer, Adil Benani? Aujourd'hui, lorsqu'on analyse par segment, on se rend compte que la totalité des segments profitent de cette offre-là. Je parle des véhicules de tourisme. Donc, l'ensemble des segments en profitent avec une légère hausse par rapport à la citadine. Maintenant, quand on parle de l'utilitaire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'utilitaire, la baisse a été moins forte que sur les véhicules de tourisme. Ça, c'est le premier constat. Donc, ça veut dire que la mécanique, je dirais, dans le domaine de l'utilitaire, qu'elle soit industrielle ou commerciale, a continué à fonctionner, mais de manière très différente. Nous avons un secteur touristique, par exemple, qui est complètement à l'arrêt, et donc les ventes de minibus à destination du secteur touristique se sont littéralement arrêtées. En revanche, nous avons remarqué une légère ou une continuité d'activité pour ce qu'il s'agissait des activités de distribution sur du minivan ou du van. Le dernier sous-segment qui est en train de reprendre maintenant avec la reprise de l'activité, c'est le transport du personnel. D'autant plus qu'avec les mesures sanitaires, on doit transporter que la moitié du personnel qu'on avait l'habitude de transporter dans un même minibus, ce qui fait une demande un peu plus forte que d'habitude. Est-ce que les prix ont suivi? Est-ce qu'il y a eu des incitations du côté des concessionnaires pour vendre plus, justement, et rattraper le retard, et donc baisser les prix de leurs produits? Alors, quand vous avez une crise comme celle-ci, vous avez de facto une grosse perte de volume, et cette perte de volume est très impactante pour nos business à tous. Il n'était pas possible matériellement de l'agrémenter avec une baisse de valeur qui n'allait servir à rien du tout, si ce n'est à entamer davantage la viabilité économique de nos entreprises. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu des stocks pour pouvoir tenir sur une certaine durée, et sur cette durée-là, il y a eu une commercialisation dans des tendances de remise, je vais dire habituelles. Pas habituelles sur une moyenne de l'année, mais habituelles par rapport à une saison estivale qui est généralement propice à des promotions ici ou là. Mais rien d'exceptionnel, il n'y a pas eu de braderie, et c'est tant mieux, c'était techniquement pas possible. Alors, pas de braderie, mais il y a des stocks à écouler. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un impact sur les importations, un impact bien sûr dû à la crise? On évoque chez certains professionnels des ruptures de stock carrément. Est-ce un choix des concessionnaires afin justement de liquider les stocks d'invendus, ou au contraire, il y a vraiment un problème de provisionnement? En fait, nous sommes dans une industrie à cycle relativement long. C'est-à-dire, quand on parle de long, on parle de combien? Alors, je vais vous expliquer. Oui. Alors, je vais vous expliquer. Quand on décide d'arrêter une usine qui fabrique du fromage, le jour où on la remet en route, 3 jours après, j'ai du fromage. Quand il s'agit de voitures, c'est plus compliqué. Entre le moment où on décide de sourcer un véhicule et le moment où il est disponible dans nos stocks, il s'écoule généralement entre 4 et 6 mois. Donc, nous, lorsqu'il y a eu le confinement et le début de la crise, de manière naturelle, il a fallu freiner les approvisionnements. Mais nous ne pouvions pas freiner ce qu'il y avait dans le pipe. Donc, nous avons continué à recevoir des véhicules en mars, en avril, en mai et en juin. Mais les décisions que nous avons prises en mars et avril, leur impact est intervenu en juin, juillet, août, septembre, probablement octobre pour certains. Et donc, tout cela est en décalage de 6 mois. C'est pour cela que la période de juillet et août a permis de sourcer les clients à partir de nos stocks et arrivage
sur la période d'avant. Maintenant, pour la période de septembre, octobre, novembre et jusqu'à décembre, il s'agira de les sourcer à partir des approvisionnements qui auront été faits sur le deuxième trimestre de cette année. Deuxième trimestre où nous étions confinés avec une visibilité sur le business qui n'était pas très rose. Très bien. Alors, parlons à présent d'incitation pour relancer la demande, parce que bon, vous avez parlé d'une embellie qui est bien sûr encouragée par cette période estivale, donc rien de finalement inhabituel. On vend plus de voitures et il y a plus de promos pendant l'été. Alors après l'été justement, à partir du mois prochain ou à partir d'octobre, est-ce qu'il y a des incitations et notamment fiscales pour booster la demande? Et si oui, est-ce que vous les avez formulées ou est-ce qu'il y a eu concertation avec les autorités, notamment le gouvernement? Alors, nous, au plein milieu de la crise, bien sûr, nous savions qu'il allait y avoir un impact sur la demande, mais nous étions incapables de savoir s'il allait être de 20, 30 ou 50%. Dans des scénarios catastrophes, on imaginait jusqu'à 60% de baisse de nos business. Et donc la question, c'était comment relancer la dynamique de consommation. Et nous avons proposé, dans le cadre de tout ce qui a été fait dans le cadre de la CGEM et des réflexions sur les plans de relance, nous avons proposé ce qui se fait dans plusieurs pays dans le monde, ce que nous appelons la prime au renouvellement. Et cette prime au renouvellement, son objectif est de booster la demande. C'est un peu la prime à la casse, est-ce que c'est le même concept? C'est la même chose, c'est-à-dire l'idée c'est qu'on prenne des véhicules qui ont plus de 30 ans ou 25 ans ou 35 ans. Nous avons recommandé 30 ans, ça dépend où on met le compteur, où on met le curseur, pardon. Nous avons un gisement de 500 à 600 000 véhicules dans cette catégorie de plus de 30 ans et l'idée c'est qu'on met des vieux véhicules qui consomment, qui sont accidentogènes, qui sont énergivores, pas très sympas pour l'environnement et on les remplace par des véhicules qui sont neufs. Et donc, par un jeu de baisse de consommation de carburant et de tout ce qui va avec, ça permet de récupérer pour l'État la prime à la casse qui serait mise au pot au départ. L'État a été submergé, ou le gouvernement a été submergé de demandes. La nôtre n'a pas vu le jour encore, mais c'est quelque chose qui peut être utile aujourd'hui et demain, donc sans aucun problème. Mais pour répondre plus directement à votre question, il n'y a pas de mesure aujourd'hui fiscale particulière qui encouragerait davantage à la mobilité, qu'elle soit normale ou verte ou moins polluante ou autre. Donc nous sommes dans une tendance de consommation sur des bases tout à fait similaires d'avant la crise. Merci beaucoup. Merci à Adil Bnani, président de l'AEVAM, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, madame. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Épargner ou investir, un dilemme et surtout en temps d'incertitude. Avant d'en discuter avec notre expert, je vous propose de suivre ce papier signé Ilham Barrada. Moins de 4% des ménages marocains déclarent épargner une partie de leurs revenus. Le patrimoine financier des ménages s'est élevé à 833 milliards de dirhams à fin 2019, en hausse de 5,3%. Leur dépôt auprès des banques représente plus de 82%, la part des placements en valeur mobilière est de 7,2%. Selon les assureurs, l'épargne investie en produits d'assurance vie tend à augmenter au Maroc. Entre 2017 et 2019, elle a enregistré une croissance de 9,8%. À noter que l'épargne nationale brute a atteint 320,13 milliards de dirhams en 2019, alors que les primes vie se sont situées à 20,46 milliards de dirhams. L'épargne correspond à la part des revenus des ménages non utilisés pour les besoins de consommation finale. La crise sanitaire et économique est inédite. D'un point de vue purement économique, il faudra du temps avant que l'ensemble des économies mondiales ne retrouvent leur rythme de croisière. Il est donc nécessaire de poursuivre son effort d'épargne en modifiant, les cas échéants, la structure de son patrimoine afin d'accroître son pouvoir d'achat ou celui de ses proches. L'immobilier reste une valeur sûre pour les Marocains. Malheureusement, la crise est également passée par là. Le volume de transactions a régressé de 42,8% par rapport à l'an dernier.
Même si, selon Banque El Maghrib, les prix de l'immobilier au Maroc ont connu une baisse de 3,3%, due principalement à l'effondrement des opérations durant la période de confinement. Et après avoir donc planté le décor, place à l'analyse et la projection avec Driss Rodri, avec nous depuis Casablanca par Skype. Il est, rappelons-le, spécialiste du budget, notamment celui des ménages. Bonsoir Driss Rodri. Bonsoir Lalla Khadija, bonjour. Alors, réaction peut-être au papier que l'on vient de suivre, avec tous les chiffres que l'on vient de suivre. Faut-il aujourd'hui épargner ou investir? Est-ce qu'aujourd'hui la tendance pourrait changer pour les Marocains qui ne sont pas très portés sur l'épargne, et cela est une réalité bien avant la Covid-19? Alors, épargner ou investir, nous le savons très bien, l'épargne n'est pas dans les croyances collectives marocaines. L'épargne n'a pas toujours été le fort de nos foyers. 84% des Marocains n'épargnaient pas, c'est-à-dire que la différence entre le revenu et la consommation, les gens ne la mettaient pas de côté, ils vivaient au jour le jour en fait. Donc seulement 16% des Marocains ont une culture d'épargne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il va falloir faire un effort, je l'espère, par rapport aux leçons tirées de Corona, que les gens vont s'orienter de plus en plus vers une culture, vers des attitudes et des habitudes d'épargne et non pas de consommation hâtive et d'une manière anarchique. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle baisse du taux directeur peut avoir un effet sur l'épargne? Est-ce que ça ne risque pas de démotiver finalement les gens pour épargner? En fait, les gens qui épargnent sont des gens qui ont d'abord cette culture, puis ensuite ils sont dans le bain, c'est-à-dire leur activité leur permet d'épargner. C'est-à-dire par rapport à l'épargne, ils ont dû changer leur stratégie consommationnelle au niveau de leur foyer. Et donc pour dégager cette épargne, est-ce qu'ils vont faire l'effort, après la leçon de Corona, est-ce qu'ils vont faire cet effort de repenser et de revoir leurs habitudes consommationnelles? C'est ça la question que nous attendons tous. Très bien. Mais du coup, le fait que la Banque centrale applique un taux directeur moindre n'a aucune incidence sur le fait de choisir l'épargne ou pas? C'est une décision administrative qui est favorable à l'épargne, mais il va falloir que la mentalité suive. C'est ça le problème. C'est la mentalité collective qui doit suivre ces actions purement administratives. Et bon, alors une question vraiment que se posent beaucoup de personnes, mais on ne le rappellera jamais assez. Combien faut-il épargner? Normalement, dans un revenu d'une personne, d'un ménage, d'un couple par exemple, qui vient de s'installer, on tourne autour de 9,75%. Il faut épargner cet aspect-là. Maintenant, avec le corona qui vient compliquer un petit peu les comportements budgétivores des familles, il va falloir ajouter quelques 5,3% pour l'épargne santé. Les Marocains se dirigeront dans l'avenir vers cette forme d'épargne qui est une épargne santé, en plus de l'épargne brute qui est de 9,75% sur chaque billet qui représente un revenu. Par exemple, chaque billet de 100 dirhams, il faut épargner 9,75%. C'est l'épargne brute, plus l'épargne qui est en forme directe sur la santé, c'est l'équivalent de 5,3%. Ça nous donnera en quelque sorte une sorte de garantie autour des foyers pour éviter les aléas d'une conjoncture aussi difficile que celle-là autour de Corona. Donc, grosso modo, 15% d'épargne sur les revenus. Voilà, à peu près ça, parce que riche de notre expérience et riche des aléas et des incidences négatives de Corona par rapport au foyer marocain, il va falloir maintenant doubler l'effort sur l'épargne et aller vers plus de rationalité dans la gestion budgétaire des couples, des ménages et des foyers. Alors, parlons à présent investissement, Driss Rodri, si vous le permettez, parce que bon, on a parlé d'épargne, on l'a compris, ces temps difficiles nous ont appris à, en tout cas, épargner pour les jours difficiles. Qu'en est-il de l'investissement? Est-ce que vous pensez que avec cette crise, cette philosophie d'investir, et notamment dans les valeurs refuges, d'abord, est-ce qu'elle est présente chez les Marocains? On parle bien sûr de la valeur refuge par excellence, c'est l'immobilier, c'est les terrains, la pierre en tout cas, mais pensez-vous que
investir dans des valeurs sûres fait partie un peu de l'attitude du Marocain lambda. Oui, c'est ce qui a caractérisé durant les dernières 5 décennies le Marocain investit dans la valeur sûre, c'est-à-dire dans l'immobilier en particulier, c'est le secteur favori. Mais regardez, moins 42% des transactions commerciales sur l'immobilier. Moins 42%. Donc à quoi ça sert d'avoir aujourd'hui 4 ou 5 biens immobiliers? Ça ne va pas résoudre la problématique de liquidité au niveau des foyers. Parce que le marché est plutôt morose en ce moment. Et donc, ça ne sert à rien de cumuler des biens immobiliers pour les jours difficiles. Il va falloir maintenant changer des attitudes des couples et des ménages pour s'orienter vers d'autres formes d'épargne, vers d'autres formes de capitalisation de l'argent pour qu'ils puissent aller vers l'entreprise tout simplement, et une entreprise, petite et moyenne entreprise, où il pourra y avoir une sorte de création de la valeur. De création de valeur et de fructifier son argent. Alors, ce que vous dites là, c'est que, par exemple, sur les marchés financiers mondiaux, on sait que la valeur refuge par excellence, pour le coup, c'est l'or. Est-ce que c'est une tendance que suivent les Marocains aussi? Et aussi, j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus sur cette question d'investissement pur, donc à forte valeur ajoutée et tout simplement à création de valeur. Alors d'abord l'or et puis peut-être par rapport à l'entrepreneuriat, Driss Khodri. Oui, l'or à l'échelle mondiale, c'est vraiment l'or qui représente en quelque sorte la valeur refuge pour les couples, pour les ménages et pour les familles. Aujourd'hui, au Maroc, l'immobilier prend le dessus par rapport à l'or, aujourd'hui, actuellement. Et la leçon du Corona nous a donné justement des repères par rapport à l'immobilier qui n'a pas résolu beaucoup de problèmes. Des gens qui ont perdu plus de 33% sur leurs biens immobiliers mis à la vente sur le marché, qui n'ont pas trouvé d'acheteurs. Donc finalement, ça a été un investissement inutile par rapport à la crise, parce que c'est la crise qui nous enseigne en quelque sorte que un tel investissement massif sur l'immobilier ne résout pas le besoin en liquidité chez les couples. Très bien. Je voudrais terminer avec vous sur cette question, en tout cas qui reste bien sûr épargner ou investir. Mais selon vous, la réponse du gouvernement est-elle adéquate pour motiver, pour encourager, que ce soit l'épargne ou l'investissement du Marocain? Et si vous pensez vraiment qu'on puisse peut-être mettre un peu plus d'efforts, parce que finalement, l'investissement ou même l'épargne crée de la valeur et c'est de cela dont a besoin notre économie aujourd'hui. Aujourd'hui, le Maroc a besoin d'un effort sur les mesures incitatives à l'investissement, surtout après la période de Corona. Quelle que soit la durée qui nous reste à vivre, la durée de cohabitation avec le Corona, il va falloir qu'on passe à l'action par la suite. Tous les couples, toutes les familles, tous les ménages, toutes les petites entreprises, tous les porteurs de projets vont vouloir se venger de Corona par rapport à ce semestre qui a été des plus difficiles que les populations ont vécu. Au Maroc, comme à l'étranger. Il va falloir inciter les porteurs de projets, inciter les gens qui ont de l'argent pour investir davantage, pour créer la chaîne et des faits d'entraînement pour un investissement massif grâce aux petites et moyennes entreprises qu'il va falloir aider dans leur démarrage. Il va falloir les aider parce que la volonté sera là. Je le sais, parce que le jeune entrepreneur va vouloir prendre sa revanche sur cette période difficile qu'il vient de vivre. Et c'est quand même un semestre de difficultés. Toutes les entreprises vont vouloir reprendre le dessus par rapport à ces événements. Et si le Corona s'en va avec une étape de vaccination qui sera massive, le retour à la normale va se faire, mais avec des mesures beaucoup plus concrètes pour aider le jeune promoteur à créer son entreprise et à démarrer dans la vie active en prenant en compte, bien entendu, les leçons de Corona. Merci en tout cas aussi pour ces leçons concernant soit telle d'épargne ou d'investissement. Merci encore une fois, Driss Khodri, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.
Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je rappelle encore une fois à nos chers téléspectateurs qui peuvent interagir avec nous via le hashtag Questions Écho et poser leurs interrogations via, bien sûr, les réseaux sociaux. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bien sûr, l'info continue sur Média 1 TV. Merci à tous de votre fidélité.